regardant dans mes notes pour une potentielle vidéo, j'ai remarqué quelque chose d'assez particulier. Il ressortait beaucoup d'œuvres issues de l'animation japonaise. Plutôt que de parler d'une œuvre par vidéo, ce qui serait très maigre, j'ai préféré en faire une vidéo globale qui parlerait de l'animation japonaise. Je me suis d'ailleurs lancé un petit défi, histoire d'être un peu plus marrant. Aussi longtemps que je parlerai de séries animées, je vous offrirai une séquence de moi entièrement animée. On y va ? Après la pluie, les fleurs éclosent. Quand l'arc-en-ciel les métamorphose, elles inondent nos yeux de couleur. Et quand je te vis ce jour-là, sous le carmin du ciel, ton éclat devint mon soleil. Ce moment dans un beau mélodrame, tout droit sorti d'une romance, d'une tragédie, Restera gravé dans ma vie, dans mon cœur qui s'enflamme. C'était bien toi, oui, c'est toi, je crois, qui m'a appris autrefois qu'on peut faire briller l'obscurité, comment faire un ciel plein d'étoiles. Cesse de cacher derrière ton sourire toute la tristesse qui est en toi. Laisse les étoiles réchauffer ton corps, essaie de rendre ton éclat. Je ne vous cache pas qu'on s'attaque à un gros morceau. Mais commençons tout simplement par la base, le cinéma. Bon, j'espère ne rien vous apprendre en vous disant qu'on officie la date de naissance du cinéma en 1895 à Paris, lors de la première projection publique des Frères Lumière. L'arrivée du cinéma au Japon met un peu plus de temps. Pour vous donner une idée, le premier film réalisé par une production japonaise date de 1903. Il s'agit de Promenade sous les feuilles de l'érable, réalisé par Shibata Tsunekishi. Un film de 3 minutes qui met en scène un soldat défaisant un démon ayant pris l'apparence d'une princesse. Alors l'idée est assez originale, le film est plutôt bien réalisé on va dire, mais comme je l'ai dit, c'est sorti en 1903, alors que pour rappel, en France, on en fait des films depuis 1895. Ce retard cinématographique vient d'un contexte bien particulier. À l'époque, le Japon est encore sous un empire assez radical. Nous sommes en empire Meiji, le Japon sort tout juste d'une longue période d'isolement, il est donc pas encore prêt à être le Japon tel qu'on le connaît. Pour accélérer ce départ de l'isolement, en 1868, le nouvel empereur du Japon décide d'ouvrir le Japon au monde occidental. Attention, il n'est pas question de se faire coloniser, au contraire. Le Japon a pour volonté de montrer sa puissance à travers le monde, et c'est plutôt efficace. Tellement efficace qu'aujourd'hui dans nos cours d'histoire, on parle encore de la guerre sino-japonaise qui sera conclue par une partie de la Chine colonisée par le Japon. Du simple point de vue militaire, le Japon pose sa marque. Mais il reste un petit problème. La culture. La culture nippone à l'époque, c'est pas trop ça. L'architecture y est assez occidentale, les kimonos traditionnels tombent pour des robes et la barbe revient sur le visage des hommes. Du coup, qu'est-ce qu'il reste pour le Japon ? La culture artistique. Bon, la photographie, elle n'a pas trop de vocation artistique comme se présenter dans les musées ou encore un argument artistique proclamé par le Japon. Elle est plutôt utilisée à des fins d'illustration dans le journal. Il reste cependant la poésie et la calligraphie qui est pour l'époque très spécifique au Japon. Disons qu'ils sont doués. Mais qu'en est-il du cinéma alors ? Eh ben depuis le premier film japonais et le second que fera le Japon, il s'écoule 14 ans. Ouais. Pas exceptionnel tout ça, hein. En fait, il faut reconnaître qu'à l'époque, le Japon, il s'en fout un peu du cinéma. Et je ne lui en veux pas, il avait surtout d'autres priorités, les guerres ont affecté l'économie, et à l'époque, le cinéma, ça coûtait très cher. Aujourd'hui, le budget d'un film passe surtout dans les effets spéciaux mécaniques, les acteurs et la communication. À l'époque, le budget passait surtout par le mètre de pellicule, et un mètre de pellicule, c'est environ 3 € pour 15 secondes. À cela, il faut ajouter le prix d'une caméra qui est d'environ 1500 €.
Et le Japon étant un peu sur la paille à l'époque, c'est donc normal qu'il ait préféré remonter son économie sur ce qu'il maîtrise, la calligraphie, la poésie et un peu le tourisme. Alors l'explication, elle est toute simple. Bref, tout ça pour vous dire que l'empereur de l'époque, il n'aimait pas le cinéma. Mais ce qui compte, c'est que le cinéma soit de retour. Donc nous sommes en 1917, la guerre mondiale fait rage, mais au Japon, ça va. Nous sommes en plein air Taisho, surnommé la démocratie Taisho, donc forcément niveau artistique, ça se libère un peu plus. Le cinéma japonais revient donc en 1917, et il en sort 2 films d'animation. Calmez-vous, ce ne sont pas non plus de longs métrages d'animation, mais c'est déjà un bon début. Alors, comment l'animation est-elle venue au Japon? L'histoire voudrait qu'en 1914, une bande animée de Émile Cole nommée Fantasmagorie soit diffusée au Japon. Le Japon, en voyant ce qui est le premier court-métrage animé dans son pays, se dit « Hey, on peut tester, ça peut être sympa, non ?» En effet, ça peut être sympa, surtout que le Japon est déjà initié au dessin, vu que le premier manga connu date du Moyen-Âge. En 1917 sort ce qui est considéré comme le premier film d'animation au Japon, Imokawa Mokuzu Getkaban no Maki, réalisé par Oten Shimokawa. Malheureusement, la bande de pellicule n'a pas résisté. Pour le scénario, on ne sait pas grand chose en vrai. En tout cas, on peut au moins se baser sur le titre qui, une fois traduit, donne l'histoire du concierge Mikuzo Imokawa. Donc c'est sûrement l'histoire d'un concierge. Je vous avais dit plus tôt que 2 films d'animation sortaient cette année. C'est vrai, le second Nakamura Gatana par Junichi Kikuchi sort en novembre 1917. Ce court raconte l'histoire d'un samouraï qui s'est fait arnaquer en achetant un katana pour 3 fois rien. Ce court tourne en ridicule le samouraï, le mettant en situation de combat, mais toujours en défaite. D'un point de vue animation, on sent encore que c'est vraiment juste les débuts. L'animation saccade à certains moments, nous avons des mouvements sans trop d'explications. Je pense qu'ils voulaient mélanger une animation réaliste et une animation absurde. Le Japon continuera dans cette lancée en ne produisant que des courts-métrages d'animation. Il faudra attendre que la télévision se démocratise au Japon dans les années 60 pour que le Japon s'investisse réellement dans l'animation. Qu'entre-temps, le Japon a plutôt fait des longs films en live action. Mais ce n'est pas le sujet. Donc en 1961 sort ce qui est la première série animée à la télé au Japon, à savoir Ozogi Manga Calendar. Aussi longtemps que je parlerai de séries animées, je vous offrirai une séquence de mois entièrement animée. Mais on ne va pas s'attarder dessus, ce qui compte c'est que cette série lance la popularisation de l'animation permettant au Japon de forger doucement ses quelques caractéristiques de ce propre cinéma. Oui, ça paraît redondant de parler du Japon pour du cinéma japonais, mais il est vrai que cela fait partie des principales caractéristiques de ce cinéma. C'est d'ailleurs par cela que le Japon continuera, plus précisément, il va d'abord s'attaquer au patriotisme et à la propagande. Eh bah c'est gay tout ça. C'est encore plus gai quand on apprend que ce premier long métrage d'animation par le Japon est en fait une commande de propagande par l'armée japonaise en 1944. Super. Sinon, le film est assez gai en soi, même si c'est vrai qu'il se déroule pendant l'opération surprise des Célèbres, qui fera minimum 200 morts si on ne compte pas les prisonniers de guerre non déclarés par le Japon. Moi qui pensais que cette vidéo allait être superbe, eh ben on est mal barré. Non mais je vous assure, il est pas mal le film, c'est même des enfants qui le regardent. Ce film n'est pas là pour dire « eux c'est les méchants, il faut les tuer ». Au contraire, il apporte de l'espoir sur une fin de guerre proche avec une paix entre nations. D'ailleurs, l'opération sur l'île n'est qu'un contexte pour transposer une légende japonaise, ce qui nous amène au deuxième point encore plus connu aujourd'hui. Découvert par une vieille femme qui lavait son linge dans la rivière, Momotaro est aussitôt adopté. Momotaro explique à ses parents qu'il a été envoyé par les cieux pour être leur fils. Un ange venu du ciel pour égayer la petite famille. Très paresseux et trouvant souvent des excuses pour ne pas travailler, Momotaro fatigue énormément ses parents. Un jour, alors que le manque de bois réduit la chaleur et la quantité de nourriture au repas, Momotaro décide de partir chercher un peu de bois. Au bout de quelques minutes, il arrive chez lui en traînant un immense arbre. Ceci attira sur lui l'attention du seigneur. «
Avec ta force que tu caches à tes parents depuis ces années, tu iras combattre des démons sur l'île de Onigashima. Sur ces mots, Momotaro conçut son baluchon et partit pour Onigashima. Sur sa route, il fera la connaissance d'un chien, d'un singe et d'un faisan. Ensemble, ils iront défaire tous les démons jusqu'à vaincre le terrible Ura. Grâce à cet acte héroïque et au trésor des démons, Momotaro put apporter une vie agréable à sa famille. Je vous avais bien dit que c'était mignon. Bref, cette petite histoire est un précurseur de ce que fera le Japon après, à savoir prendre des légendes de son propre pays et des légendes de pays étrangers pour les transformer en films d'animation. Par exemple, Princesse Mononoke par Hayao Miyazaki est inspirée des combats des dieux celtes pour protéger la nature. Ou encore dans Your Name de Makoto Shinkai qui s'inspire beaucoup de la religion Shinto au point qu'un des personnages en fait usage. Vous pouvez critiquer autant que vous voulez, mais je serai obligé de jouer la carte. Disney fait pareil. Bon, où est-ce que je vais foutre ça, moi? Ah oui. Dans mon entourage, j'ai une amie qui n'accroche pas aux films d'animation japonais, justement à cause de cet aspect. C'est assez normal parce que d'un point de vue occidental, c'est chiant de voir un personnage faire le ménage. Et pourtant, cela a son importance. Par exemple, dans Silent Voice de Naoko Yamada, le personnage de Shoya Ishida fait face à ses problèmes en marchant. Tout simplement. D'un point de vue occidental, on trouve ça très chiant car pour nous, il suffit d'un dialogue pour comprendre ce qu'il se passe. Ce qui n'est pas, mais pas du tout, le cas au Japon. C'est une autre culture en même temps. Par exemple, là-bas, la corvée est indispensable dans l'éducation. Les valeurs également et le retrait encore plus. Cela peut être un retrait des autres mais également un retrait d'une vie pour une vie meilleure. C'est ce que fait Ame dans Les Enfants loups de Mamoru Hosoda, en choisissant progressivement d'abandonner la vie de famille pour protéger la forêt. Et toutes les réflexions qu'on aime faire passer par des monologues en France se transmet par une marche dans Silent Voice, se laver dans le château ambulant d'Hayao Miyazaki, ou faire à manger dans Neon Genesis Evangelion par Hideaki Anno. Aussi longtemps que je parlerai de séries animées, je n'en ai pas parlé, donc je reste ainsi. Il reste quoi? Oh oui, c'est intéressant tout ceci. Bon. Avant toute chose, sachez que le cinéma d'animation n'est pas un genre, mais une esthétique. Certes, oui, il possède des caractéristiques comme le huis clos, le western, le film d'horreur, mais ce n'est pas un genre. Mais comme tout truc esthétique, il se diffère des autres. Le style d'animation japonais se veut être un mélange entre un réalisme criant et une rêverie fantastique. Le style graphique est basé principalement sur de la 2D, même si on a vu que dans Les Enfants du Temps de Makoto Shinkai, une utilisation de la 3D est faite. Il faut d'ailleurs noter que cette utilisation de la 2D s'explique d'un point de vue économique et culturel. Le Japon, c'est un pays très à cheval sur l'artisanal. Il est donc normal qu'il reste sur ce style d'animation qui est encore en majorité faite sur papier. Et du point de vue spectatoriel, cela fait penser au manga papier, qui est d'ailleurs la base de beaucoup de séries à... Aussi longtemps que je parlerai de... Si vous savez les trucs à la télé, les arts de séries animées, je vous offrirai... Si vous savez les trucs à la télé, les arts... Une séquence de moi, c'est même en VOD sur internet et tout, mais... entièrement animé. Bon ben... j'ai pas le choix. Il va falloir que je parle. Aussi longtemps que je parlerai de séries animées, je vous offrirai une séquence de moi entièrement animée. On y va? Oh, je suis obligé d'en parler. Mais ce n'est pas sans mal, c'est juste que c'est beaucoup plus de travail, tout ça à cause d'un pari à la zob. Mais bon, c'est parti. Alors oui, c'est vrai, c'est la première chose à laquelle on pense après les films de Miyazaki, quand on parle d'animation japonaise. Mais quel est l'intérêt de parler de séries animées dans cette vidéo? D'abord parce que d'un point de vue historico-socialo-politique, cela a engrangé quelque chose d'énorme dans l'expansion culturelle du Japon. Mais ça, vous le savez. Mais à quel point cela a été énorme, c'est ce que l'on va voir.
La première série animée japonaise sort en 1961 au Japon. Il s'agit de Otogi Manga Calendar par Ryuichi Yokoyama. C'est le Il était une fois l'homme du Japon avant l'heure. Je me permets tout de même d'émettre une petite réserve personnelle. Certes, objectivement, c'est la première série animée, mais vu qu'elle comporte des séquences en live et des photographies, je préfère considérer celle qui suit comme étant la première véritable série animée japonaise. Cette fameuse série date de 1963 et est adaptée d'un manga par le fameux Osamu Tezuka. Astro Boy apparaît ainsi à la télévision. L'histoire se base sur une adaptation moderne du conte Pinocchio. Du moins, c'est la base car plusieurs libertés sont prises. Son succès reste uniquement japonais cependant, à cause de la non-confiance du Japon dans son expansion culturelle. Cette non-confiance dans cette expansion n'est pas aidée par l'Occident qui refuse les mangas juste par non-compréhension et non-acceptation d'une autre culture. Ce refus n'est pas que pour le Japon, c'est pareil pour les bandes dessinées françaises envers les autres pays, ou encore les comics américains et bien d'autres. Ce qu'il faut retenir, c'est que Astro Boy signe quelque chose de prometteur, ne serait-ce que dans son pays. Ça rapporte beaucoup plus qu'un film. L'intérêt de parler des séries animées se retrouve aussi à travers cette affirmation. Je tiens à préciser une chose très simple pour que tout soit clair. L'animation n'est pas un putain de genre. Mais j'aimerais y ajouter une nuance. Certes, l'animation est une esthétique de cinéma, mais si on regarde dans l'animation japonaise, c'est tout autre chose. Parce que depuis l'apparition des séries animées, il y a eu une classification de ces mêmes séries. Le plus connu d'entre eux est le shonen qui, une fois traduit, donne jeune garçon. Le concept est assez simple. Un jeune garçon simplé à qui tout semble aller mal va devoir se dépasser, trouver des amis, apporter de la justice ou prouver sa bravoure dans la société. Il trouve son équivalent féminin au travers du shoujo qui, attention, n'est pas forcément neuneux. Au même titre que le shonen, c'est juste prédestiné aux adolescents. Cet esprit de quête initiatique se retrouve de façon beaucoup plus mature et plus sombre dans le seinen qui se repose sur le trash ou encore le monde en mode ultra hardcore. L'aventure cependant reste. Les séries animées d'amour aussi existent à travers le yuri, le yaoi et le hentai, qui, comme vous vous en doutez, parlent de l'amour. Les thèmes évoqués sont respectivement l'amour lesbien dans le yuri, l'amour gay dans le yaoi et la traite des vaches dans le hentai. Notez par ailleurs que le shoujo peut également comporter du sentimental, et ce sans trop se soucier du type d'amour, à l'exception de la traite des vaches. En un point commun, nous trouvons le mecha qui met en scène des personnages combattant avec des robots. Ce genre rebute plein de gens par son aspect inaccessible, gamin, enfin bref, tous les arguments sont utilisés contre les mechas. Et pourtant, c'est par ce genre que les séries animées commencent. En 1963 sort ce qui est pour moi le véritable premier animé en série, Astro Boy. Et c'est un mecha. Certes, il se rapporte au shonen par Astro qui veut se faire accepter, mais le genre principal est bien le mecha. En 1968, Astro Boy se termine. Et comme le Japon se dit que, vu le succès qu'il a eu au sein de son propre pays, il pourrait tenter de s'exporter ailleurs. Avec l'argent engrangé par l'audimat, un nouveau studio se forme. Ce studio, vous le connaissez très bien, il s'agit de la Toei Animation. C'est le premier studio à se lancer dans cette aventure d'exportation. Il sera accompagné par la France qui accepte de tenter avec la diffusion d'un seul animé seulement, histoire de commencer assez doucement. Cet animé, vos parents le connaissent très bien, il s'agit de Goldorak. Très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Il rêvait de notre Terre, la planète bleue, dont il voyait la lumière à 100 000 lieues. Dans son
Petit succès en France, mais suffisant pour que la France et le Japon s'associent pour diffuser d'autres animés. Ayant eu vent de ce petit succès français, les États-Unis ouvrent eux aussi leurs portes doucement à l'animation japonaise. De cela s'écoulera un mouvement mondial. Le Japon a réussi son pari, mais ce n'est pas encore le succès actuel. Il faudra pour cela attendre les années 90. A l'époque, la France, c'est le pays phare qui accueille les animés. 1988 verra la première grosse demande d'animés et de mangas avec Dragon Ball. Le phénomène s'étend dans toute la jeunesse française et même mondiale jusqu'aux 25 ans. Cette jeunesse se précipitera sur les mangas, mais aussi sur les VHS des animés. De Goldorak à Princesse Sarah, tout le monde veut son animé chez lui, plutôt que d'attendre la télé. Mais ce n'est rien comparé à l'œuvre qui amènera un succès mondial que personne, mais vraiment personne, ne voyait arriver. En 1991, la France accueille en avant-première un événement de grande envergure. Le bouche à oreille n'a jamais été aussi important pour un film japonais, même la ville de Paris qui accueille l'avant-première transforme les tickets de métro à l'effigie du film. Ce film comporte un budget de 9 millions d'euros et remporte un box-office de 55 millions d'euros. Ce film a tellement eu de succès qu'il a eu le droit à une remasterisation en 4K en 2020 qui triplera son box-office mondial. Rien que pour ça, bravo Katsuhiro Otomo avec ton Akira. Cette première explosion apportera ou révélera la création de groupes d'individus qui aujourd'hui n'ont plus aucun sens dans la bouche des gens qui veulent juste de la fame, les geeks et les otaku. Mais l'œuvre majeure que je viens de vous citer n'aurait pas eu autant de succès sans des conditions bien particulières. D'abord, Akira arrive au moment où le monde s'intéresse réellement à la japanimation d'un point de vue économique. D'ailleurs, le manga original avait déjà connu un succès dingue. Par ailleurs, le monde vient tout juste de sortir de la guerre froide, considérée par beaucoup comme étant la troisième guerre mondiale. Akira se déroulant justement après une fameuse troisième guerre mondiale. Cette guerre dans Akira a commencé suite à une explosion en 1982. Et en 1982, dans le monde réel, il y a eu lieu Fukushima. Et puis pour ce qui est de la France, beaucoup de gens sont encore extrêmement énervés suite aux propos de Ségolène Royal, ce qui va renforcer le phénomène. Bref, c'est Akira qui ouvre les portes en apportant de la crédibilité économique et culturelle à la japanimation. Tout ça pour vous dire que c'est à partir de Akira que va naître la démocratisation de la japanimation dans le monde. Et surtout, aujourd'hui la japanimation est acceptée, du moins beaucoup plus que lors du siècle dernier. Des boîtes de diffusion se sont même créées pour se spécialiser dans la diffusion de films et animés japonais. Des sociétés ont même utilisé Internet à leur avantage en créant des sites de VOD. Des conventions se sont créées également afin de réunir cette communauté grandissante de geek otaku. YouTube a aussi permis de partager des avis en vidéo sur cet univers si particulier. Les cinémas dits commerciaux accueillent à bras ouverts des œuvres de Miyazaki, Naoko Yamada, Makoto Shinkai ou que sais-je encore. D'un point de vue marketing, c'est énorme. Les boîtes de diffusion vendent des collectors beaucoup plus travaillés que fait Disney par exemple. Même les journaux en parlent et certains animés comme les films animés japonais sont cités dans les cahiers du cinéma qui est la référence française et l'une des références mondiales en termes de cinéma qualitatif et théorique. Cette question ne se pose même pas pour moi. Le cinéma d'animation japonais régnera encore en maître durant de longues années, que ce soit en termes économiques que culturels. Dans le style graphique, le Japon évolue doucement afin de ne pas tomber trop vite dans le renouvellement casse-gueule. Aujourd'hui, le Japon continue certes en 2D en majorité, mais s'accouple avec de la 3D. Le Japon quitte même son côté réaliste afin de laisser place à de l'imaginaire, que ce soit en termes d'histoire que de graphisme. Même si la situation sanitaire oblige les cinémas à fermer, il reste Internet, un média associé directement à la japanimation. Ce qui permet à ce type de cinéma de continuer à vivre plus facilement que le reste, qui est encore très classique dans sa distribution. La génération des années 90 et 2000 permet de transmettre des valeurs de cette animation. Les générations suivantes vont conserver
améliorer ou tout changer de ce qu'on a connu pour en faire quelque chose qui leur parle à eux. Une génération pleine d'avenir encore. Que dire pour conclure cette vidéo? Eh bah, pas grand chose, en vrai. J'adore la Japanimation, j'ai grandi avec des animés et des films japonais, et ça m'a marqué à fond. Je me souviens encore des moments passés à regarder Dragon Ball, One Piece, Blue Exorcist sur la 17, ou encore Sakura chasseuse de cartes sur la 6. Je me souviens des moments passés devant mon PC à regarder Evangelion. Et surtout, je me souviens des moments passés entre amis devant les enfants du temps au CGR de Poitiers, ou 2 jours passés devant la télé à regarder Kill la Kill. J'ai pleuré devant le tombeau des Lucioles, et encore plus devant la fin de Your Lie in April. J'ai découvert Ruby sur YouTube qui s'inspire largement de la Japanimation en assumant de foutre de la 3D, même si c'est pas exceptionnel au début. C'est tous ces moments particuliers qui ont touché mon affect et qui ont fait que j'ai eu envie d'écrire cette vidéo et de me faire chier à vous offrir une séquence animée pour un gros moment. C'est avec bonheur que je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Bref, vous connaissez la chanson. Arigato gozaimashita. Montre-moi le printemps sur Jupiter ou Mars. En d'autres termes, prends ma main. En d'autres termes, embrasse-moi. Remplis mon cœur d'une chanson, laisse-moi chanter à tue-tête. Tu es tout ce que je veux, ce que j'admire et je respecte. En d'autres termes, sois sincère. En d'autres termes, je t'aime. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Remplis mon cœur d'une chanson, laisse-moi chanter à tue-tête. Tu es tout ce que je veux, ce que j'admire et je respecte. En d'autres termes, sois sincère. En d'autres termes, je t'aime.